Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 1080 intitulé Kuzan, le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire. Comme son nom l'indique, le 10e capitaine titanesque nous est enfin révélé. Il se tient sur l'île de la Ruche et fait face à son ancien mentor Monkey D. Garp. Les deux grandes puissances de la marine s'entrechoquent et leur destin va se voir bouleversé, tandis que le narrateur annonce le grand gagnant de Winner Island. Teach a tenu en échec l'eau et a désormais mis la main sur le rod poneglyph de Zou et de Wano. Barbe Noire est donc en tête pour la quête du One Piece, puisqu'il connaît celui qui pourrait détenir le tout dernier rod poneglyph, l'homme à la cicatrice de feu. Nous nous tenons donc bel et bien aux portes de l'After. Qui des ténèbres ou de la lumière sortira grand vainqueur et obtiendra une place sur le trône. La guerre qui se prépare renverse donc tout ce que nous pouvions imaginer, et la terre va encore trembler avec les prochains événements. Préparez-vous donc pour cette très longue review, et qui plus est, nous avons atteint les 100 000 Mugimina sur la chaîne. Alors un immense merci à vous, et pour fêter ça, explosez les likes, laissez un petit cœur en commentaire, et bien sûr, continuez à vous abonner, puisque le prochain palier est désormais les 200 000. Je compte sur vous, je vous remercie, et à présent, découvrons ensemble ce chapitre palpitant. Ce chapitre s'ouvre de nouveau sur la ruche où l'on retrouve Garp après qu'il ait déchaîné sa puissance au centre de l'île. Le groupe est réuni et la mission sauvetage de Koby est un succès. Du moins, jusqu'à l'arrivée inattendue d'un personnage. Un courant d'air glacial balaie le champ de bataille et gèle instantanément Ibari. Il est ici. Kuzan, l'ancien amiral et premier poulain de Garp, lui fait face et l'affrontement des deux anciens alliés est sur le point de débuter. Une scène qui, je dois le dire, m'a totalement surprise car je pensais qu'Aokiji se trouvait aux côtés de Lafitte et Devon en direction d'Egghead. Après la capture de Pudding, il s'est donc bel et bien rendu au QG de son capitaine, probablement en prévention de l'arrivée de la marine pour sauver Koby. Il me paraissait aussi étrange que Barbe Noire, le fin stratège, ait laissé sciemment son île à une poignée de son équipage, tout en sachant qu'il détenait le héros de la marine. Bien que Wolf, Vasco et Shiryu soient des forces de la nature, Aokiji semble plus apte à affronter ses anciens coéquipiers, ce qui rend la présence de Kuzan sur l'île encore plus importante. Non seulement il connaît l'existence du Sword, mais il est également le premier élève de Garp, ce qui fait de lui un adversaire bien plus particulier qu'un simple pirate. Cet affrontement va donner lieu à un flashback qui va nous permettre de découvrir les motivations qui ont poussé Aokiji à rejoindre l'équipage des Ténèbres. Un an après le combat épique entre Aokiji et Akainu pour le poste d'amiral en chef sur Punk Hazard, Kuzan est repéré aux abords d'une île du Nouveau Monde. Cette rencontre entre un Yonko et un ancien amiral va être le point culminant qui va faire de Kuzan le 10e commandant titanesque de Barbe Noire. Une révélation qui ne m'a surprise qu'à moitié car j'avais également désigné Aokiji comme le 10e commandant dans ma vidéo sur Barbe Noire contre Mugiwara. Cependant, avec ces derniers chapitres et l'arrivée d'un navire de Teach sur Egghead, cela m'avait mené à une autre idée, celle que York pourrait être membre de cet équipage et que Barbe Noire pouvait être la carte secrète dont elle parlait après la traîtrise du gouvernement. À présent qu'Aokiji est confirmé en tant que 10e membre, cela exclut donc la satellite de Vegapunk, du moins seulement en tant que 10e membre. Rien n'indique véritablement que ce bataillon ne cessera de croître. Le nom qui leur a été attribué capitaine titanesque est très particulier puisqu'il tire son origine des titans. Ces 12 géants issus de la mythologie grecque ont provoqué l'événement majeur connu sous le nom de Titanomachie, la lutte menée contre Chronos face à Zeus accompagné d'Hadès et de Poséidon, des noms identiques aux armes antiques et qui pourraient mener le monde à sa destruction. C'est pourquoi il serait très intéressant que l'équipage de Barbe Noire ne se limite pas qu'à 10 membres mais bien 12 pour former les 12 titans. Ainsi il ne manquerait que 2 nouveaux membres et York pourrait parfaitement remplir ce rôle. D'autant que ces titans ont été envoyés au Tartare, cette prison des enfers qui rappelle Impel Down et dont Barbe Noire a recueilli une partie de son équipage au niveau le plus profond. Pour l'instant, ceci n'est qu'une hypothèse, mais il serait très intéressant de voir qui seront les prochains membres à rejoindre l'équipage titanesque de Barbe Noire. Mais revenons à présent à Kuzan, car grâce à lui, nous en savons un peu plus au sujet du mystérieux homme à la brûlure. C'est la seconde fois que ce personnage est cité dans l'histoire. Il a été mentionné pour la première fois par Kid à Wano, où il entreprit de le traquer pour obtenir des informations sur le trésor légendaire du One Piece. Aujourd'hui, l'équipage de Barbe Noire nous informe que cet homme naviguait à bord d'un navire noir et ferait sombrer les bateaux pirates grâce à de gigantesques tourbillons. Mais surtout, il serait détenteur du dernier rod poneglyph. Nous connaissons l'emplacement de 3 d'entre
d'entre elles, contrairement à Teach qui ignorait au-delà de celui de Wano et Big Mom, celui de Zou. Or, si nous remontons à l'époque de Roger, cette pierre se tenait sur l'île des hommes poissons. On peut donc en déduire qu'elle n'a été déplacée qu'après la mort du roi des pirates, et à cette époque, cette île était sous la protection de Barbe Blanche. Si on suit cette logique, cet homme doit avoir un lien de confiance avec Newgate et Neptune, puisque ce dernier n'a jamais signalé qu'elle avait été dérobée, ce qui signifie que la pierre a été confiée à une personne de confiance. Si je dis ça, c'est pour une bonne raison. Partons d'une logique simple. Le Rod Poneglyph se tenait sur l'île des hommes poissons durant l'ère de Roger. Or, à la mort du roi des pirates, l'âge d'or de la piraterie a débuté et des pirates du monde entier ont envahi les mers en quête du One Piece. Mais cette nouvelle n'a pas été négative que pour le gouvernement, puisque l'île des hommes poissons s'est vue envahie par des milliers de pirates, étant le seul passage viable pour entrer dans le nouveau monde. Heureusement pour Neptune, il avait une amitié sincère avec Barbe Blanche. Il avait une dette envers lui dans sa jeunesse, et c'est pourquoi il a mis sous sa protection l'île et ses habitants. Mais même si Newgate brandissait son étendard sur l'île, des pirates aussi avisés que Teach ou Chebec pouvaient parfaitement et à tout moment dérober cette pierre rouge sacrée. Et il aurait été bien difficile, même pour Neptune et son armée, de la protéger. C'est pourquoi il serait cohérent que Barbe Blanche et Neptune aient convenu, après la mort de Roger, de transférer cette pierre en lieu sûr et de la confier à une personne digne de confiance. Une personne liée à la fois à Barbe Blanche et à la race des hommes poissons, à l'image de l'alliance établie entre les samouraïs de Wano et les Minks. Ce qui implique que nous avons affaire à un individu de leur génération. Et d'ailleurs, même Vasco Shot le précise lors de la blague de Kuzan. La brûlure qu'il possède est trop récente. Cette cicatrice est un trait physique qui lui est particulier et existait bien avant l'ellipse. Ce sont donc les deux points clés à garder à l'esprit. Les informations que nous détenons concernant ce mystérieux personnage sont donc très limitées, ce qui rend actuellement difficile l'attribution d'un nom et l'option d'émettre plusieurs hypothèses, étant donné que nombreux personnages peuvent correspondre parfaitement à sa description. Débutons alors par celui que nous pensions pour la plupart être Zoro. Ici, il semble clairement qu'Oda nous ait mené vers une fausse piste. Il présentait pourtant tous les signes d'un individu marqué par le feu, puisque chapitre 1066, Shaka mentionnait que la volonté d'Ohara avait survécu grâce au capitaine des géants qui était parvenu à préserver les écrits sacrés de cette nation en les transportant sur Elbaf. Les bandages recouvrant son corps semblaient indiquer que les brûlures causées par l'incendie d'Ohara l'avaient affecté et qu'il était peut-être le personnage tant recherché. D'autant que si l'homme à la cicatrice de feu connaissait certains secrets du One Piece, Zoro en était la parfaite représentation puisque ce dernier détenait l'héritage d'Ohara qui regroupait tous les ouvrages collectés aux quatre coins du monde. Cependant, la révélation selon laquelle cet homme navigue sur un navire noir et provoque d'immenses tourbillons ne semble pas tout à fait correspondre à Zoro. Les livres d'Ohara ont bel et bien été conservés sur Elbaf comme nous l'a montré le flashback de Vegapunk. Bien qu'il soit possible qu'il ait obtenu un fruit du démon par la suite, son rôle demeure avant tout de protéger le savoir d'Ohara contre toute tentative d'appropriation par des intrus. Pourquoi voudrait-il alors un beau jour prendre la mer et attaquer les pirates qui lui barraient la route? Garder un poneglyphe sur son navire et voguer sur les mers en laissant tout ce patrimoine sans surveillance me paraît insensé. C'est pourquoi je ne pense pas que Zoro soit l'homme à la brûlure, même si tout semblait l'indiquer auparavant. Ce qui nous amène au second personnage, Shanks le Roux. L'idée que Shanks détienne le dernier Rod Poneglyph était très intéressante car il aurait permis d'une part de revoir Luffy et d'autre part de se confronter une dernière fois à Barbe Noire. Ce même homme qui lui a infligé il y a de cela plusieurs années sa plus grosse blessure qui le démange encore aujourd'hui. Une cicatrice à l'œil gauche qui aurait permis ainsi de le lier à l'homme à la brûlure. Sans compter que la majeure partie des Rod Poneglyph étaient jusque-là détenus par un empereur à l'exception de celui de Zou. Mais la description de cet homme mystérieux ne semble pas du tout correspondre à Shanks. Et au vu de son passif avec Teach, je pense tout de même que Barbe Noire en aurait été averti. De plus, rappelez-vous que le Poneglyph devait avoir disparu après la mort de Roger. Or à cette époque, Shanks prenait à peine la mer pour rejoindre Yasop. C'est pourquoi j'imagine assez mal le Roux être le propriétaire de cette pierre. Ce qui nous mène aux personnages liés à Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, ces trois ex-détenteurs des Rod Poneglyph, j'ai nommé les Rocks. Car oui, ces trois personnages étaient autrefois membres de cet équipage, et c'est pourquoi il est possible qu'un ancien membre des Rocks possède également la dernière pierre rouge. Le premier auquel j'ai pensé est Hache d'Argent. Simplement car comme je l'ai expliqué dans ma théorie sur la guerre des clones, parmi tous les Rocks, 7 membres sur 8 ont été présentés et ont tenu une place importante dans l'aventure de Luffy. Il n'en reste donc plus qu'un à découvrir, Silver
Axe. Et c'est pourquoi il serait intéressant que ce dernier possède le tout dernier Rod Poneglyph. Ceci est d'autant plus notable que le nom Hache d'Argent est issu d'une variété de créatures marines des profondeurs, la hache d'argent diaphane. Ce détail est intéressant puisque l'île antérieure abritant ce Rod Poneglyph était celle des hommes poissons. Cette race capable de provoquer de gigantesques tourbillons faisant sombrer un vaisseau de la marine, comme on l'a vu avec l'arc d'Arlong Park. Si Hache d'Argent appartenait à cette race, il aurait alors parfaitement la capacité de déclencher des tourbillons colossaux sans utiliser forcément un fruit du démon. Enfin, le dernier élément notable est son lien qui l'unit à Barbe Blanche. Ce dernier étant un ancien Rox et ayant mis sous sa protection l'île des hommes poissons, il n'est pas impossible qu'il ait confié ce trésor à son ex-coéquipier. Car même si les mutineries au sein de cet équipage étaient monnaie courante, il n'empêche que des liens forts se sont créés parmi certains membres, comme Kaido et Big Mom, qui le considéraient comme son petit frère. Il n'est donc pas impensable que Newgate ait lui aussi noué une amitié avec Silver Axe. Comme Barbe Blanche l'a mentionné, il avait une dette envers Neptune. L'aurait-il aidé après la dissolution des Rox, et ceci par le biais de Silver Axe grâce à son statut d'homme poisson. C'est pourquoi Hache d'Argent ferait un bon candidat pour prétendre au titre d'homme à la brûlure. Mais seulement dans le cas précis où Barbe Blanche et lui auraient été amis et que Silver Axe soit bel et bien lié aux hommes poissons. Reste tout de même le dernier Rox à prendre en compte, le capitaine Roddy Chebec. Vous le savez, je suis de celles qui croient en son retour et j'ai d'ailleurs fait une théorie à ce sujet. Mais quel intérêt aurait Chebec à être le gardien du tout dernier Rod Poneglyph? J'admets que j'ai du mal à imaginer que ce personnage soit réintroduit de cette manière, car l'homme à la brûlure semble être décrit comme étant chargé de protéger cette pierre à l'image des Kozuki ou des Minx. Je suppose que si Rox avait volé la pierre sur l'île des hommes poissons, Neptune aurait probablement considéré ça comme un événement important. Comme on l'a vu sur Drum avec Barbe Noire, même sans un grand équipage, il a réussi à marquer les esprits après son passage, comme sur chacune des îles qu'il a visitées, causant des dommages considérables et visibles. Il semble donc illogique que Neptune et les habitants de ce royaume n'aient pas mentionné la venue d'un individu tel que Chebec si ça avait été le cas. C'est pourquoi, même si je trouve l'idée intéressante qu'il soit le dernier rempart pour atteindre l'Aftel, je trouve aucun indice probant pour ce candidat. Et j'imagine très mal Barbe Blanche savoir que cette pierre est aux mains de son ex-capitaine. Restent alors des personnages qui ne seraient pas des antagonistes, mais plutôt des personnages aux capacités de protéger la pierre, comme l'ont fait les Minx et Kozuki. Et qui de mieux qu'un membre de l'équipage de Roger pour endosser ce rôle. Puisque comme dit au départ, ce Rod Poneglyph semblerait avoir disparu après la mort de Roger. Seul un membre reste dans l'ombre depuis cet événement, Scopper Gaban. Nous avons pu revoir Shanks, Baggy, Crocus, Rayleigh, et même Oden. Mais Gaban n'est jamais réapparu. C'est pourquoi ce personnage suscite un si grand intérêt auprès de la communauté. Il est tout de même le navigateur de l'équipage, tandis que le Ro Jackson n'a pas été retrouvé. Il pourrait alors parfaitement naviguer à son bord aujourd'hui. Mais à ces exceptions, il est difficile d'argumenter davantage sur Gaban et dire avec certitude qu'il est l'homme à la brûlure, puisque nous n'avons aucune autre information à son sujet. On pourrait cependant le relier à l'homme qui se tenait aux côtés de Crocus dans la couverture du chapitre 631. Et avec qui il échangeait une coupe de saké comme le feraient de vieux amis. Mais une fois encore, ceci n'est qu'interprétation sans réels arguments. Il peut tout à fait l'être, comme il peut tout aussi bien s'agir de l'homme à la brûlure, sans que cela ne soit Gaban. Si on observe un peu ce mystérieux personnage, on constate que ses vêtements rappellent beaucoup ceux de Wano, et plus particulièrement son casa. Or, comme j'ai pu en parler très souvent durant l'arc Wano, un phénomène étrange se produisait aux abords de l'île, sans qu'Oda nous ait donné une réponse. Ainsi, chacun des marins qui empruntaient cette mer agitée se retrouvait pris dans un gigantesque tourbillon, comme ce fut le cas pour Big Mom ou encore Luffy. Pourtant, chacun d'eux ont survécu malgré leur fruit du démon et ont atterri comme par magie sur la plage de Kori. Si l'homme à la cicatrice de feu possède un pouvoir capable de créer des tourbillons et qu'il est le personnage au costume de samouraï, alors il se pourrait bien qu'il soit à l'origine même du tourbillon du pays des Wa. Mais une fois encore, tout ça reste que pure spéculation, sans réels arguments. Que ce personnage mystère aux côtés de Crocus soit Gaban ou un inconnu, il pourrait très bien être l'homme à la brûlure et inversement. En somme, ils sont tous de bons candidats, mais dont les arguments restent faibles et le taux de probabilité se joue simplement à un pile ou face. Et pour preuve, le prochain personnage va poser le même problème, l'homme au bandeau de pirates. En effet, en 2007, dans une interview, Oda divulgue une information des plus surprenantes. Dans les scènes finales de One Piece, il y aura un pirate qui apparaîtra avec un cache-œil. Cela fait plus de 13 ans désormais, mais son apparition demeure incertaine.
J'imaginais au départ qu'il pourrait s'agir de Rod Ditchebeck, mais aujourd'hui avec les informations que nous tenons sur l'homme à la brûlure, il pourrait parfaitement correspondre. D'autant que le cache-œil servirait à masquer cette cicatrice et que si ce dernier détient la dernière pierre rouge, alors il est évident que c'est le moment opportun pour qu'il apparaisse. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle Oda ne faisait pas porter de cache-œil à ses personnages, car il ne souhaitait pas qu'ils soient des caricatures de pirates. Or aujourd'hui, le détail du bateau noir voguant sur les mers et coulant des navires en fait le pirate par excellence que l'on peut voir dans les films, et notamment dans Pirates des Caraïbes et son fameux Black Pearl. C'est pourquoi cet homme au cache-œil ferait de lui le candidat parfait pour l'homme à la brûlure. Et comme je l'ai dit au départ, ce sont de très minces indices. C'est la raison pour laquelle le dernier protagoniste que je vais mentionner est vraiment fascinant et mérite d'être analysé contrairement à tous les autres que j'ai précédemment cités. Mais avant de dire son nom, laissez-moi d'abord revenir sur une information importante laissée par Oda au sujet du dernier Rod Poneglyph. Elle nous a été donnée dans l'un des volumes Road to Laftel. Oda a laissé entendre que la position de cette dernière pierre pourrait être située sur une des îles que les Mugiwara n'ont pas encore explorées, en particulier 3 d'entre elles. Soit Elbaf, l'île des géants, soit Onikombe, le QG de Barbe Noire, soit Avira. Nous pouvons d'ores et déjà exclure la ruche, puisque Barbe Noire ne possède pas le Rod Poneglyph. Vient alors Elbaf, qui rejoindrait parfaitement l'idée que l'homme à la brûlure soit Zoro ou Shanks au vu du lien étroit qu'ils entretiennent avec l'île des géants. Mais comme analysé précédemment, ces deux personnages ne correspondent pas vraiment à la description de l'homme à la brûlure. Reste donc Vira, cette île sur laquelle je misais dans ma review du chapitre 1055, indiquant qu'elle pourrait bien y détenir le Rod Poneglyph. Mes arguments étaient simples. Malgré le fait qu'Elbaf serait sans aucun doute l'emplacement idéal pour nous immerger dans l'histoire des géants, de Loki, et ainsi réaliser le rêve d'Usopp de devenir un grand guerrier des mers, je pensais néanmoins que le dernier Rod Poneglyph se trouvait à Vira. Il a été mentionné à 2 reprises dans l'œuvre. La première grâce au journal de Norland indiquant quitter le joyeux port de Villa, appelée la ville du soleil. La seconde par Nami en lisant les journaux qui annonçaient qu'un coup d'état a eu lieu dans ce pays. Plus tard dans le SBS tome 25, Oda précisera que Vira est en effet une ville ensoleillée, mais que ces derniers jours, c'est un pays violent et dangereux au beau milieu d'une rébellion, et que nous allons découvrir ce qu'il veut dire dans l'histoire principale après un certain temps. Ce certain temps pourrait alors être aujourd'hui. Et c'est pourquoi Vira serait pour moi le lieu où se cacherait le 4e et dernier Rod Poneglyph, dans la ville joyeuse et ensoleillée qui symbolise tant le dieu du soleil Nika, capable de redonner le sourire aux esclaves. Vira étant localisée sur la route du paradis, on pourrait se dire que l'équipage devra voyager à nouveau à travers Grand Line pour le récupérer. Cependant, il existe une autre possibilité. Sachant que Vira a subi un coup d'état et que cela est souvent associé aux révolutionnaires, comme l'explique le One Piece Yellow et Green, il est très probable que ces derniers se soient emparés de cette dernière pierre rouge. C'est pourquoi imaginer que l'homme à la brûlure soit un révolutionnaire a d'autant plus de sens. Et qui de mieux que le père de Luffy, Monkey D. Dragon, pour conduire son fils au port de Laftel en lui livrant cet ultime Rod Poneglyph caché sur Vira, la ville du soleil, symbole même de son fils Nika, le dieu soleil. Si Dragon est bien cet homme, alors l'histoire de One Piece se verrait totalement bouleversée, car Oda aurait dissimulé des indices depuis les tout premiers chapitres de One Piece. Tout d'abord, nous savons que Dragon détient un pouvoir qui semble lié aux éléments et au climat. Dès son apparition au chapitre 99 et 100, la pluie s'est abattue, le vent s'est soulevé et un éclair a frappé le peloton d'exécution où se trouvait Luffy. Grâce à cette intervention, Luffy a pu échapper à la mort. Aujourd'hui, avec l'information que l'homme à la brûlure soit en mesure de déclencher des tourbillons, cela pourrait parfaitement correspondre aux capacités de Dragon. Et cet élément va être déterminant pour la suite de la théorie, car cela signifie que lorsque Luffy a pris la mer pour la première fois et qu'il est tombé dans un tourbillon, il s'agissait non pas d'un destin hasardeux, mais bien de l'œuvre de son père. Il aurait protégé son fils à distance dès le commencement de son aventure. Et vous allez voir qu'avec cette hypothèse en tête, on peut se dire que ce n'était pas sa seule intervention, car le 3e sauvetage potentiel de Luffy par son père est tout simplement exceptionnel. En effet, après que les Mugiwara aient quitté l'île des hommes poissons, ces derniers ont été pris dans un tourbillon appelé le White Storm, apparaissant sans prévenir au fond de l'eau. Selon Robin, les navires pris dans ce courant marin se retrouveraient à des kilomètres sans équipage. Logiquement, celui de Luffy aurait dû périr de la même manière que les autres. Pourtant, sans explication, ils sont
sont parvenus à échapper à cette malédiction. Et au-delà du tourbillon se liant au pouvoir de l'homme à la brûlure, c'est surtout la seconde traduction du White Storm qui peut se relier grandement au père de Luffy, puisqu'il est appelé le dragon blanc, soit l'animal mythique de Monkey D. Dragon. Si le chef des révolutionnaires est à l'origine de tous les tourbillons dont a échappé Luffy durant sa traversée, alors c'est tout bonnement un foreshadowing incroyable. Tout ce temps, Dragon veillait sur son fils. Il a toujours eu une pensée pour lui, comme on l'a vu lorsqu'Ivankov lui demande pourquoi, il pose toujours le regard vers l'est. Mais l'élément qui vient d'autant plus appuyer cette idée se trouve grâce au One Piece Green, dans lequel on apprend que le gigantesque Grandma, le bateau des révolutionnaires, est décrit comme un navire noir, soit précisément la même description que fait Lafitte au sujet du navire de l'homme à la cicatrice de feu. Cette brûlure qui pourrait par ailleurs totalement correspondre au tatouage de Dragon sur son visage, une marque apposée au fer rouge pour marquer son opposition à celle des dragons célestes et symboliser une forme de liberté. Voilà pourquoi pour moi Dragon est le meilleur candidat pour être le détenteur du dernier Rod Poneglyph. Comme il le disait sur Baltico au sujet de Luffy, nous finirons bien par nous rencontrer. Ce qui signifie ici que le dernier rempart pour atteindre l'Aftel serait la rencontre entre père et fils. Enfin, ce nouvel élément pourrait également permettre d'élucider le mystérieux personnage auquel Caribou souhaitait partager les informations concernant les armes antiques. À ce jour, il est le seul, à l'exception des Mugiwara, à avoir découvert leurs secrets. Or, il souhaitait depuis l'île des hommes poissons partager ce savoir avec une personne dont nous ignorons toujours l'identité. Le fait que ce mystérieux personnage soit l'homme à la brûlure et par conséquent Dragon s'expliquerait par le lien étroit qu'entretenait Caribou avec les révolutionnaires. C'est au travers de sa mini-aventure qu'on découvre Gaberu, un commandant révolutionnaire à la tête d'un groupe de rebelles qui ressemblait trait pour trait à Caribou. Il est alors possible finalement que le commandant de l'armée de la liberté, l'organisation dont faisait partie Dragon avant de créer son propre parti, les révolutionnaires, soit Gaberu et ainsi aurait mené sans le savoir Caribou à entretenir un lien avec Dragon en tant qu'informateur. Comme vous avez pu le voir, nombreux sont les candidats pouvant prétendre au titre d'homme à la brûlure. Donc je vous laisse à présent me dire en commentaire quel serait pour vous le personnage idéal et qui incarnerait le mieux ce détenteur du tout dernier Rod Poneglyph. Après cette longue analyse sur l'homme à la brûlure, on assiste à une discussion surprenante entre Aokiji et l'équipage de Barbe Noire. Ils mangent, ils rient, se font même des vannes, en bref, on est très loin d'imaginer que ces pirates sans foi ni loi sont si proches de la camaraderie des Mugiwara. Et pourtant, ils le sont bien. C'est en partie ce qui convainc Kuzan de les rejoindre, du moins, c'est plus précisément une phrase de Barbe Noire qui semble avoir poussé à accepter son invitation. Ils ne sont pas qu'une joyeuse bande de copains, chacun a des plans différents en tête, et c'est ce qui fait d'eux des pirates. Tout comme les Mugiwara qui ont le désir commun d'atteindre l'Aftel pour faire de leur capitaine le roi des pirates, chacun porte un rêve qui lui est propre. Et c'est ce qui m'a le plus hypé dans les mots de Teach, car certains membres sont issus du niveau le plus profond d'Impel Down et sont des véritables criminels. Leur histoire risque donc pour chacun d'être bouleversante et se relier à bon nombre d'intrigues et de personnages de l'histoire, jusque-là laissés en suspens par Oda. En tout cas, les mots de Teach ont su convaincre Aokiji, qui prouve une nouvelle fois qu'il possède des ambitions bien précises. Ce chapitre a beau démontrer son passage du côté obscur, je ne peux malheureusement m'y résoudre, d'autant lorsqu'Aokiji parle d'Ohara. On peut ressentir toute l'amertume et la tristesse qui l'envahit, cette idée d'injustice qui l'a mené aujourd'hui à accepter de rejoindre l'équipage des ténèbres pour prendre son destin en main. Je pense que Kuzan ici a entrepris la même chose que Barbe Noire lorsqu'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Il attend son heure, il ne cherche ni à se faire un nom, ni même à devenir le second de Teach. Il reste tapis dans l'ombre, profitant des informations et de la renommée de son capitaine, jusqu'au jour où il passera à l'action et rendra justice à ceux qui ont perdu la vie pour que l'histoire soit transmise aux générations futures. Voilà pourquoi pour moi, Aokiji n'est à mes yeux toujours pas passé de l'autre côté. Qu'il soit un membre secret du SWORD, un révolutionnaire ou d'une autre organisation secrète, Kuzan porte en lui un secret qui le pousse à obtenir justice et le mène aujourd'hui à se tenir face à son ancien mentor, Monkey D. Garp. Et cet affrontement va en réalité d'autant plus appuyer cette hypothèse, car après que le flashback ait pris fin, le combat débute. Aokiji enferme Garp dans un bloc de glace géant grâce à son attaque Ice Ball. Cette même attaque qui avait été brisée par Barbe Blanche et dont il devait se douter que Garp briserait à son tour. Et c'est grâce à cette occasion que Garp attrape le visage de Kuzan et l'explose au sol avec son attaque Blue Hole. Une scène parfaitement identique à celle de Sengoku retenant Garp d'Atakai Kainu et qui démontre de nouveau que l'homme magma aurait vraiment pris cher.
Mais même si cette action est, je dois le dire, exceptionnelle, il n'en demeure pas moins que cette double page m'inspire que ce face-à-face n'est aucunement sérieux. Je pense sincèrement que tous deux n'étaient pas à leur plein potentiel, et pour moi, Kuzan donne volontairement une occasion à Garp de le frapper. Et si je dis ça, c'est pour une bonne raison. Gardez toujours en tête les mots adressés à Smoker sur Punk Hazard. Je suis toujours celui que j'ai été Smoker. Pourtant, à cette époque, Aokiji appartenait déjà à l'équipage de Teach. Mais surtout, dans le Green Data Book, la relation d'Aokiji et de Garp est claire. Au-delà d'avoir été sous ses ordres, il avait une dette envers lui. Garp est donc plus qu'un mentor, il l'a aidé pour une chose que nous ignorons encore. Alors même si Oda tente par tous les moyens de prouver que Kuzan est passé du mauvais côté, les indices le concernant démontrent tout le contraire, et me confortent à l'idée qu'il ne trahira jamais ni ses idéaux, ni ses amis. L'équipage de Teach sont de vrais pirates sans foi ni loi qui n'ont pas hésité à abattre de sang-froid Barbe Blanche. Or ici, Kuzan n'a rien d'un pirate sanguinaire. Bien au contraire. Il aurait pu parfaitement détruire Hibari après l'avoir gelé, mais il ne l'a pas fait. Il utilise simplement son pouvoir de manière pacifiste, comme il l'a toujours fait avec Robin ou même Zoro, dont l'attaque n'était pas de le tuer, mais bien de le protéger de l'incendie d'Ohara. Quant à Garp, comme avec Luffy à Marineford, ses sentiments l'empêcheront toujours de combattre à pleine puissance. Pour moi, ce combat n'en est donc pas un, et il est impossible de véritablement évoluer qui gagnera entre Aokiji et Garp. Kuzan a perdu une jambe, tandis que Garp le dit lui-même, il a perdu la main avec le temps. Il va donc être important de savoir jusqu'où ira Kuzan pour dissimuler ses véritables ambitions et laisser croire à l'équipage qu'il est un membre loyal. Car je ne pense pas que Barbe Noire, ce fin stratège, n'ait pas envisagé que ce dernier le trahisse à un moment opportun, tout comme lui-même l'a fait avec Barbe Blanche. Ce combat risque donc d'être décisif. Va-t-il abdiquer face à l'homme envers qui il a une dette et lui montrer que l'espoir qu'il voyait en lui existe toujours? Ou servira-t-il les ténèbres pour mener jusqu'au bout le plan qu'il s'était fixé, quitte à tuer son ex-mentor? Les choses s'accélèrent et le destin d'Eddie risque de nouveau de résonner à travers les mers. Et justement, en parlant d'Eddie, ce sont eux qui nous mènent vers les dernières pages de ce chapitre où le narrateur déclare officiellement que l'équipage des Hurt a été battu à plate couture. De la même manière que pour Kid face à Shanks, c'est une défaite absolue pour les Supernovas, se retrouvant à terre et leur navire en pièces au fond de l'océan. Bien que la défaite de l'eau soit prévisible, celle-ci est devenue encore plus inévitable lorsque Barbe Noire a utilisé dans les chapitres précédents sa capacité à annuler les pouvoirs des fruits du démon. Toutefois, bien que l'eau ait subi une défaite cuisante face à Teach, il est important de se rappeler que notre chirurgien est un fin stratège, et ce duel a pu lui permettre de découvrir la faiblesse de son adversaire. Il est d'ailleurs aussi bon de souligner qu'il a infligé des dégâts à Teach et à son équipage, là où Kid a échoué en affrontant Shanks, ce qui pourrait ralentir la progression de Teach, évitant ainsi de se retrouver sur Egghead ou croiser la route du Roux. D'autant que la marine attendait la fin de ce combat pour entrer en action, et plus particulièrement Akainu, qui s'impatientait d'agir tout en observant de loin tous ces combats. Enfin, il faut noter que les primes vont littéralement exploser pour nos deux empereurs, qui ont écrasé en moins de 24 heures 2 membres de la pire génération qui ont reçu chacun il y a à peine quelques semaines une prime de 3 milliards de berries. Et celle de Teach pourrait considérablement augmenter grâce à ce que l'eau lui a permis d'obtenir les Rod Poneglyph. En effet, comme l'a dit Trafalgar, le gagnant rafle la mise. Et aujourd'hui, le vainqueur incontesté est bien Marshall D. Teach. Ce combat m'a fait réaliser une fois de plus à quel point Barbe Noire est un génie. Tout comme Shanks, je pensais que Teach se rendrait sur Wano. Mais en fin stratège qu'il est, et comme il l'a fait savoir à l'eau, il savait que l'un des 3 supernovas croiserait sa route. Il n'avait donc plus qu'à rafler la mise, sans même avoir à se rendre sur un territoire aussi hostile que Wano ou aussi secret que Zou. Ce type est tout simplement un véritable mastermind, un génie du mal. Aujourd'hui, il est très probable qu'en plus des 2 Rod Poneglyph de l'eau, il ait obtenu celui de Whole Cake Island grâce à l'infiltration de Kuzan et Vanogur lors de la capture de Pudding, mettant ainsi Luffy et lui sur un pied d'égalité. Ce Rod Poneglyph sera donc le dernier obstacle à franchir pour mettre la main sur le One Piece, ce qui rend cette course infernale plus décisive que jamais. Qui remportera ce précieux trésor? La lumière ou les ténèbres? L'étau se resserre et jamais jusqu'à présent, ces 2 hommes n'ont été aussi proches de se disputer la place au sommet. D'autant que Barbe Noire
révélé connaître le secret du fruit de l'Opéopénomie, la jeunesse éternelle, pouvant ainsi faire de lui un être immortel. La question qui se pose est de savoir si cette information sous-entend qu'il connaît comme Dofi le secret concernant le trésor de Marie-Joise. Aujourd'hui, il cherche à faire reconnaître son pays par le gouvernement, ce qui lui donnerait une place à la rêverie et par conséquent un moyen légal de fouler la terre sacrée des Tenryubito où se trouve ce fameux trésor. Il n'est donc pas impossible que le plan machiavélique de Barbe Noire soit similaire à celui de Doflamingo. Utiliser l'Opéopénomie pour le rendre immortel et ainsi accéder à l'ultime trésor de Marie-Joise pour devenir le maître du monde. Mais fort heureusement pour Law, son bras droit est parvenu à le sauver in extremis des griffes de Teach grâce à sa forme sous longue. Cette transformation exceptionnelle est le résultat de la Rumble que Chopper avait créée pour lui permettre de se métamorphoser sans la présence de la lune. Une véritable ironie et prouesse remarquable de la part du médecin de l'équipage ennemi quand on sait que les Hurts sont connus pour leur expertise en médecine. Ça signifie également que si Chopper a créé ce panacée pour les Minx, ces derniers ne subiront plus la même humiliation que celle face à Jack qui, privés de cet astre brillant, n'ont pu déchaîner leur pouvoir. Mais surtout, Chopper est le détenteur du Zoan de l'humain. Il serait donc très intéressant de savoir s'il a été en mesure de créer une Rumble capable de lui conférer une nouvelle transformation s'apparentant à celle des Minx. Et cela pourrait d'ailleurs tout autant s'appliquer à Luffy, ce détenteur du Zoan mythique du dieu Nika qui s'est éveillé au clair de lune. En somme, la nouvelle création de Chopper est une merveille et prouve à nouveau que ce petit reine deviendra le plus grand médecin du monde. Il a permis à Beppo de sauver la vie de son capitaine, une vie extrêmement précieuse en raison de son fruit du démon. Reste à savoir ce qu'il va advenir de lui. Car gardez à l'esprit que le nom Trafalgar dit Waterloo sont deux des plus grandes batailles de Napoléon Bonaparte. La première, Trafalgar, fut une bataille victorieuse, ce qui m'avait permis à l'époque de prédire la défaite de Big Mom face à Law, tandis que la seconde, Waterloo, marqua sa plus grande défaite, soit celle que nous pouvons considérer être contre Barbe Noire actuellement. La similitude marquante entre ces deux événements est la fuite de Napoléon, tout comme celle de Law aujourd'hui. Si Trafalgar poursuit ce parallèle avec Bonaparte, cela signifierait bel et bien que le glas sonnera prochainement pour notre dit, puisque l'île de Sainte-Hélène, la terre d'exil de Napoléon, fut également son tombeau. Ces dernières cases de chapitre ne présagent donc rien de bon pour ces hommes porteurs de la volonté du dit. Cette lettre si particulière qui aujourd'hui va peu à peu changer le monde, quel qu'en soit le prix, en bien ou en mal. Marshall dit Teach, Aguar dit Zoro, Trafalgar dit Waterloo, Monkey dit Garp, Dragon et Luffy sont aujourd'hui au cœur d'une guerre qui résonnera à jamais dans les plus grandes lignes de l'histoire et qui œuvreront à faire résonner le nom du One Piece. 実在する